Cela ressemble à une autre journée normale dans la ville, jusqu'à ce qu'un embouteillage fasse des ravages parmi les automobilistes locaux. Un homme d'affaires a soudainement arrêté sa voiture au milieu de la route parce que, pour une raison inconnue, il est devenu complètement aveugle. Un groupe de personnes s'approche pour l'aider et un homme propose de l'accompagner chez lui. Cependant, dès qu'ils arrivent à destination et que l'homme d'affaires en sort, le voleur s'en va avec la voiture. L'homme d'affaires est perdu à l'extérieur, mais le voleur revient quelques secondes plus tard en se faisant passer pour une autre personne pour l'aider à se rendre à son appartement, lui proposant sa compagnie pour l'après-midi. Cette fois ça ne marche pas, l'homme d'affaires a retenu la leçon et met le voleur à la porte une fois qu'il est en sécurité dans la maison. Quelques heures plus tard, la femme de l'homme d'affaires arrive, et dès qu'elle apprend la cécité de son mari, elle l'emmène chez un spécialiste. Comme il s'agit d'une urgence, le médecin leur permet d'éviter la file d'attente et de passer en premier. Malheureusement, quelle que soit la machine utilisée pour vérifier les yeux de l'homme d'affaires, le médecin ne peut trouver aucun signe de dommage ou de maladie, ce qui signifie qu'il doit s'agir d'un problème neurologique. Il devra se rendre à l'hôpital et subir des tests, même si le médecin n'a jamais entendu parler d'une telle chose. Après le départ du couple, le médecin reçoit les autres patients, dont un enfant, une femme avec des lunettes de soleil et un homme avec un bandeau sur l'œil. Pendant ce temps, le voleur conduit la voiture volée dans la ville et essaie d'éviter la police, jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de s'arrêter car lui aussi est devenu aveugle. Finalement, il se tourne vers la police pour obtenir de l'aide et lorsqu'un officier l'emmène dans son ancienne maison, son ex-femme refuse de le laisser entrer. Plus tard dans la soirée, la femme aux lunettes de soleil se rend dans un hôtel. Après avoir demandé à boire au barman, elle rejoint son client à l'étage. Leur rencontre se passe bien, mais la joie est gâchée lorsque la femme commence soudainement à paniquer et que sa vue devient également blanche. Le médecin rentre chez lui pour dîner avec sa femme et tout va bien, jusqu'au lendemain matin il se réveille et lui aussi se retrouve à ne plus voir. Il appelle l'hôpital pour prévenir d'une éventuelle infection et on le croit car l'enfant est là aussi, incapable de voir. Bientôt, des cas de cécité soudaine commencent à apparaître dans toute la ville et le gouvernement commence à prendre les premières mesures pour les arrêter. Le cabinet du médecin est fermé par les autorités et le médecin lui-même est emmené pour être mis en quarantaine. Sa femme ne supporte pas l'idée d'être loin de lui, alors elle décide de mentir et de faire semblant d'être aveugle pour être mise en quarantaine avec lui. Le couple est emmené dans un asile abandonné, qui est complètement vide et n'abrite même pas d'autres médecins. Chaque département dispose d'un téléphone pour contacter les gardes à l'extérieur, mais il ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence et chaque département doit avoir un représentant comme seule personne pouvant l'utiliser. Bientôt, d'autres personnes commencent à arriver, comme le voleur, la femme aux lunettes de soleil, l'enfant et l'homme d'affaires. Le médecin et sa femme décident de garder sa vue secrète, et en prétendant avoir exploré et mémorisé l'endroit à leur arrivée, la femme du médecin devient un guide pour tous lorsqu'ils ont besoin d'aide pour des choses comme aller aux toilettes. Lors de leur première sortie de la chambre, le voleur marche derrière la femme aux lunettes de soleil et s'approche un peu trop d'elle, qui réagit en lui donnant un coup de pied dans la jambe. Le talon provoque une grave blessure que le médecin et sa femme finissent par panser avec une chemise, car il n'y a pas de trousse de premiers soins aux alentours. Plus tard, la femme du médecin est incapable de dormir, pensant à une éventuelle infection de la jambe d'un voleur et craignant de se réveiller aveugle. Le médecin essaie d'avoir des relations sexuelles avec elle, mais elle préfère se promener pour apaiser ses inquiétudes. Le lendemain matin, d'autres personnes arrivent et l'homme d'affaires retrouve sa femme, tandis que l'enfant se plaint que sa mère ne soit pas encore venue. Le médecin et sa femme essaient de parler aux gardes pour obtenir de l'aide avec la jambe du voleur, mais les gardes ne coopèrent pas, ils pointent simplement leurs armes sur eux et les renvoient dans leur chambre sous la menace. Quelque temps plus tard, ils reçoivent la première boîte de nourriture, qui est aussi mauvaise qu'une cantine d'école ou de prison, il n'y en a pas assez non plus. La femme du médecin essaie d'utiliser le téléphone d'urgence pour demander plus de nourriture et une trousse de premiers soins, mais personne ne répond à ses appels à l'exception d'un répondeur où elle laisse de nombreux messages. Les semaines commencent à passer et chaque jour de plus en plus de personnes infectées sont envoyées à l'asile. La femme du médecin attache un morceau de tissu entre les salles comme guide et le médecin est choisi comme représentant de la première salle, mais le maintien de l'ordre devient bientôt impossible. Comme tout le monde est aveugle, il cesse rapidement de se soucier de l'ordre et les gens commencent à errer sans vêtements et à aller aux toilettes au milieu de l'allée. L'homme d'affaires essaie de garder le moral en discutant avec sa femme depuis leur jeunesse, mais la femme ne peut même pas penser à des moments plus heureux. Un après-midi, la femme du médecin entend un bruit et découvre que l'homme au bandeau a sur lui une radio qu'il écoute en privé. La femme le convainc de partager la nouvelle avec tout le monde, car tout le monde veut savoir ce qui se passe dehors. L'homme aux yeux bandés explique qu'il ne reste plus beaucoup de stations, mais il a compris l'essentiel. Dans les premières 24 heures, il y a eu des centaines de cas, que le gouvernement a résolu simplement en envoyant les aveugles à l'asile et en demandant à tout le monde sinon rester à la maison. Ensuite, le public devait observer comment des spécialistes du monde entier se réunissaient dans des conférences au cours desquelles ils utilisaient beaucoup de mots pour dire qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Bientôt, les spécialistes ont également été infectés et la maladie a commencé à se manifester à l'étranger. Les gens en avaient assez d'attendre à la maison et essayaient de sortir, mais les soldats étaient sur leur garde et arrêtaient tous ceux qui enfreignaient les règles. La ville est devenue un chaos, d'autant plus que des accidents de voitures ont continué à se produire et que des avions ont également commencé à tomber. Les citoyens ont commencé à avoir peur et ont décidé de rester chez eux, alors maintenant la ville est un désert et le gouvernement ne fait rien parce qu'il est aveugle.
Quelques jours plus tard, un énorme groupe de personnes infectées est emmené à l'asile et les soldats démontrent à quel point ils sont devenus féroces en tirant sur un homme qui a tout simplement quitté la ligne par accident. Le bruit du coup de feu déclenche la panique et tout le monde se précipite à l'intérieur en se poussant sans se soucier de rien et même en cassant des portes. Le pire, c'est que les soldats ne viennent même pas prendre le corps. Espérant l'enterrer seul, la femme du médecin demande une pelle, que les soldats jettent au milieu de la cour sans bouger de leur tour. Comme la femme du médecin fait toujours semblant d'être aveugle, elle demande des directions et les soldats s'amusent avec elle jusqu'à ce qu'elle trouve la pelle et leur donne le majeur. Pendant ce temps, le médecin essaie de communiquer avec les représentants des autres services pour coordonner les enterrements, car 2 autres personnes ont été tuées, et il veut également discuter du fait que l'un des services prend plus de nourriture qu'il ne le mérite. Le barman se lasse d'entendre le docteur agir en chef et se proclame roi du 3e quartier. Son premier ordre est que son pupille puisse manger autant qu'il veut avant de penser à aider avec les cadavres. Plus tard, la femme du médecin va voir le voleur, qui a de la fièvre à cause d'une grave infection de la jambe. La femme essaie d'être sympathique, mais le voleur la menace soudainement en révélant qu'il sait qu'elle n'est pas aveugle, ce qui oblige la femme à courir vers son mari et finalement à faire une dépression. Le voleur ne peut plus supporter la douleur et attendre que les choses se terminent naturellement n'est qu'un exercice d'agonie, alors il traîne son corps et laisse les soldats lui tirer dessus. La femme du médecin se sent coupable et commence à se demander si elle ne devrait pas dire la vérité à tout le monde, mais le médecin lui interdit, exprimant également son inquiétude que leur relation ressemble davantage à celle d'une infirmière et d'un patient qu'à celle d'un mariage. Quelque temps plus tard, le barman parvient à trouver le bureau de l'administration de l'asile avec l'aide du comptable, un collègue du 3e service qui est aveugle depuis sa naissance, ce qui signifie qu'il comprend mieux comment vivre de cette façon. En utilisant le système de sonorisation, le barman annonce qu'il prendra en charge tout l'asile en tant que roi, et la première nouvelle règle est que les gens devront payer pour la nourriture. Cette règle n'est pas bien reçue et le chaos éclate bientôt près de l'entrepôt alimentaire, alors que tout le monde peine à y accéder, alors le barman révèle sa carte secrète. Il a réussi à garder une arme sur lui lorsqu'il a été emmené à l'asile. Avec un coup de semonce, il renvoie tout le monde et prend le contrôle du stockage de nourriture, annonçant qu'ils surveilleront toute la journée et menaçant de tirer sur quiconque tenterait de voler. Certains pensent qu'il ne joue pas le jeu, mais c'est trop dangereux quand l'ennemi a une arme. La femme du médecin commence à collecter tout ce qu'elle peut auprès des personnes de son service, des bijoux qui incluent des alliances à tout ce qu'ils peuvent trouver dans leur poche, bien qu'elle garde une paire de ciseaux qu'elle trouve dans le sac à main d'une femme. L'enfant n'a rien à offrir, mais la femme aux lunettes de soleil est devenue sa mère porteuse et elle promet de payer pour lui. À l'entrepôt alimentaire, le comptable utilise son expérience pour identifier la qualité des objets qui lui sont apportés en les touchant. Cependant, aussi chers que soient les bijoux, le barman n'attribue que quelques boîtes par rayon et menace quiconque ose se plaindre. Les gens se retrouvent à devoir partager les repas d'une personne et le médecin se tient à ses côtés, n'étant pas d'humeur à garder sa gentillesse en tant que leader quand il se sent comme un échec. La femme aux lunettes de soleil s'approche pour le réconforter, lui rappelant qu'il ne peut rien faire contre une arme à feu, et les deux finissent par s'affairer par terre. La femme du médecin les surprend alors qu'ils finissent, mais au lieu de faire une scène, elle le dit à la femme aux lunettes de soleil qu'elle peut voir, lui demandant de garder son secret et laissant sa culpabilité faire le reste. Une semaine plus tard, alors que tout le monde dans l'asile n'a plus rien à payer, le barman annonce qu'il acceptera le service des femmes en échange de nourriture. La femme du médecin sort pour demander pourquoi aucune nouvelle ration n'est arrivée, et les soldats expliquent qu'ils leur ont donné tout ce qu'ils avaient, donc le rationnement dépend d'eux. Une discussion s'engage autour du service qui décide comment procéder et le médecin coupe court en soulignant que ce n'est pas à eux de forcer les femmes à faire quelque chose. Si quelqu'un veut faire du bénévolat, elle le fera, mais il n'y aura aucun jugement ou pression de la part de qui que ce soit d'autre. Après mûre réflexion, l'une des femmes s'est portée volontaire, inspirant d'autres femmes, comme la femme du médecin et les femmes aux lunettes de soleil, à faire de même. L'homme d'affaires ne veut pas que sa femme parte et essaie de l'interdire, mais la femme lui rappelle qu'elle ne doit pas être traitée différemment et elle y va quand même. Le comptable récupère les femmes et les emmène à l'entrepôt de nourriture, où elles passent la pire nuit de leur vie. Les garçons sont féroces et violents et l'un d'eux va jusqu'à tuer une des femmes. Plus tard, le comptable vérifie un autre département pour trouver plus de volontaires, et il a même le culot d'aller au département 1 pour les féliciter d'un travail bien fait, même si l'un d'eux n'a pas beaucoup bougé. Il ne semble pas savoir que l'une des femmes était morte et ils l'ont quand même utilisée, alors la femme du médecin l'informe, le laissant sans voix. Toutes ces taquineries déclenchent la femme du médecin et elle emmène les ciseaux à l'entrepôt, où tout le monde est distrait par les femmes du 2e service. Sans hésiter, elle tue le barman avec des ciseaux et entraîne les filles avec elle, tandis que le comptable se rend compte de ce qui s'est passé et récupère l'arme, mais aucun de ses coups n'atteint. En partant, la femme du médecin fait une annonce. S'il ne libère pas la nourriture, d'autres hommes mourront. Maintenant, elle sera celle à collectionner. Le médecin craint que cela ne déclenche une guerre, et il a raison, le service 3 barricade la zone et ne libère toujours pas de nourriture. La première salle se prépare à se battre et à réclamer ce qui lui est dû, mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, l'une des femmes décide de se venger. Il s'avère qu'elle a gardé un briquet caché dans sa poche tout ce temps et qu'elle l'utilise pour se faufiler dans la salle 3 et allumer un feu. Les flammes se sont rapidement propagées, tuant de nombreux hommes, et avant que la panique ne prenne le dessus, la femme du médecin les fait sortir du bâtiment. Étonnamment, personne n'est touché car les gardes ne sont plus dans leur tour.
Les portes sont également déverrouillées, ce qui ne peut signifier qu'une chose, ils sont enfin libres. Le médecin, sa femme, l'enfant, l'homme aux yeux bandés, la femme aux lunettes de soleil, l'homme d'affaires et sa femme décident de se serrer les coudes pour rejoindre le centre, où ils découvrent que la société s'est effondrée. La ville est devenue une friche post-apocalyptique où les quelques personnes restent en terre en essayant de survivre, s'attaquant les unes aux autres si elles soupçonnent seulement qu'il y a de la nourriture dans leurs poches. Certains animaux se nourrissent même de cadavres. Le médecin et sa femme quittent le groupe caché dans un bar en route vers le marché le plus proche pour voir s'ils peuvent trouver de la nourriture. Là-bas, les gens montent le peu de choses qui restent sur les étagères, mais la femme du médecin parvient à voir et à trouver un escalier qui l'amène à un entrepôt alors que le médecin récupère des vêtements. Après avoir rempli des sacs, la femme essaie de sortir, mais les gens entendent le bruit qui fait des choses dans les sacs et se précipitent pour la voler. Heureusement, le médecin entend cela et se précipite pour aider, repoussant tout le monde et se plaçant dans la foule et sa femme comme bouclier alors qu'ils sortent du bâtiment. Une fois qu'ils sont assez loin, sa femme récupère un instant alors que le médecin revient pour récupérer les vêtements qu'il avait laissés tomber en sortant, et un chien mignon en profite pour s'approcher et se lier d'amitié avec elle. Soudain, à la surprise générale, elle se met à pleuvoir et la femme emmène le chien avec elle dans une église pour attendre son mari sous un toit sec. L'église est incroyablement bondée et toutes les statues ont les yeux couverts, mais un prêtre n'arrête pas de promouvoir la parole de Dieu. Dehors, les gens en profitent pour aller chercher de l'eau et se laver le corps, car ils n'ont pas eu d'eau potable depuis longtemps. Le médecin revient avec les vêtements et va chercher sa femme pour rejoindre le groupe, tandis que le chien les suit, devenant leur nouveau compagnon. Le groupe mange quelques rations à l'intérieur du bar et décide d'y passer la nuit pour se reposer correctement, puis le matin ils ressortent, traversant prudemment la ville pour rejoindre la maison du médecin et de sa femme, qui se sont proposés de la partager avec tout le monde. Dès lors, le groupe parvient à établir une routine. Guidés par la vue de leur femme, ils nettoient l'appartement et partagent les vêtements du médecin, de sorte que lorsqu'ils ont besoin de trouver de la nourriture, vont chercher de l'eau et se lavent chaque fois qu'il pleut. L'homme aux yeux bandés souhaite vivre avec eux pour toujours, car ils sont devenus une famille, et la femme de l'homme d'affaires renoue enfin avec son mari, partageant même quelques souvenirs de leur jeunesse. Le médecin et sa femme se reconnectent également, et maintenant qu'elle n'est plus stressée, elle accepte de passer à nouveau du bon temps avec lui. Des semaines plus tard, tout le monde se prépare pour le petit déjeuner lorsque l'homme d'affaires se met soudain à crier. De la même manière abrupte que la cécité lui était venue, elle a maintenant disparu et il peut à nouveau voir. Tout le monde commence à célébrer parce qu'il comprend que son corps est capable de combattre la maladie et que la cécité est temporaire, ce qui signifie que l'espoir pour son avenir est revenu. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et aimez aider à développer la chaîne. Merci d'avoir regardé.